Bonjour, bienvenue au quai du cimetière de l'océan. Vous avez été quelques-uns à me demander un épisode consacré aux Britanniques, bien qu'on ait déjà survolé sa très courte histoire dans un épisode consacré à son jumeau, l'Olympique. Britannique est un paquebot au destin brisé, qui ne connaîtra jamais de carrière commerciale. Si son sillon sur les océans du monde s'interrompt brusquement, son histoire n'en est pas moins intéressante. Dernier né de la White Star Line dans sa classe olympique, il était le troisième frère du Titanic et aurait donc dû être le plus abouti des trois s'il n'avait pas rencontré son destin au matin du 21 novembre 1916, le long des côtes de la Grèce. On pense tout savoir du Britannique en disant qu'il était la copie du Titanic et de l'Olympique, et pourtant, on se trompe. Je suis Julien Maroyot et je vous propose aujourd'hui de nous plonger dans l'histoire du HMHS Britannique, ses différences avec ses frères de route qui auraient dû être l'Olympique et le maudit Titanic, avant de se plonger dans le récit de ces quelques voyages jusqu'au dernier. HMHS pour His Majesty Hospital Ship, en français, le navire hôpital de Sa Majesté. Le Britannique n'obtiendra jamais la dénomination RMS, Royal Mail Shipping ou Royal Mail Ship. Refaisons un bref point historique pour les quelques-uns qui n'auraient pas écouté l'épisode consacré à l'Olympique. Le projet de la classe olympique et de ses trois géants des mers est élaboré par Bruce Ismay, président de la White Star Line, et Lord Peary, directeur des chantiers Harland & Wolff, qui bâtissent tous les paquebots de la White Star. L'objectif principal est le suivant: concurrencer les nouveaux lévriers des mers de la Cunard Line que sont le Mauretania et le Lusitania, deux gigantesques navires 4 cheminées qui imposent leur suprématie sur l'Atlantique avec leur luxe et leur vitesse de 24 nœuds qui leur fait décrocher le ruban bleu, trophée accordé aux navires effectuant la traversée la plus rapide. Cette dernière caractéristique rend le navire assez inconfortable. Ils vibrent beaucoup et leurs coques fines les font plonger dans les vagues et par gros temps, les lévriers balancent de manière très désagréable. La White Star Line de toute façon refuse d'entrer dans la course à la vitesse et souhaite que leur navire soit avant tout confortable, plus confortable et luxueux que ceux de leurs concurrents. Toutefois, leur cahier des charges exige que les paquebots de la classe olympique puissent atteindre les 22 nœuds de vitesse moyenne de croisière. En effet, ce critère ne peut plus être négligé. Ces dernières années ont vu la puissance des paquebots augmenter considérablement et on peut aisément dépasser les 20 nœuds, comme le prouve la Cunard. Le Lusitania et le Mauretania sont à 24 nœuds en vitesse de croisière, tandis que l'Adriatique de la White Star Line, mis en service la même année, n'est qu'à 16 nœuds. Ne pas entrer dans la course à la vitesse leur permet de réaliser des économies de charbon. Au cours de cette conversation, il est également décidé que les nouveau-nés seront plus grands et plus larges. Ils atteindront presque 270 mètres de long pour 28 de large, là où le Mauretania, par exemple, mesure 240 mètres de long et 26 de large. Cela leur permettra d'emporter plus de passagers en étant plus stables sur l'eau. Ils ne veulent pas simplement construire les plus grands bateaux pour le seul prestige d'avoir les plus grands navires sur l'océan. Cela n'est pas rentable. Ils le veulent car ils pourront loger dans leurs immenses coques beaucoup de populations de migrants qui fuient l'Europe vers les États-Unis. C'est cette population qui est la plus rentable et les navires de classe olympique pourront embarquer 1030 passagers en 3e classe dans un confort nettement supérieur comparé aux autres compagnies. Ils bénéficient de cabines de 4, 6 et 8 couchettes, d'un fumoir, d'une salle à manger et de grands ponts découverts à l'avant et à l'arrière des navires, etc. On ne sait pas vraiment si, dès le début, il était prévu la construction de 3 navires ou simplement 2 pour concurrencer le Lusitania et le Mauretania. Il est probable que le Britannique ait été décidé lorsque le chantier de l'Aquitania, 3e superliner de la Cunard, ait été annoncé, bien qu'il semble logique de mettre en service 3 navires naviguant en moyenne à 22 nœuds afin de garantir la régularité du service et des rotations. Tout comme le fait que le Britannique devait s'appeler Gigantic n'a jamais été prouvé ni même admis par la White Star Line et Bruce Ismay. Cette rumeur n'avait d'ailleurs rien de nouveau. La presse avait déjà annoncé l'arrivée d'un Gigantic en 1899 qui s'est avéré être l'Océanique.
Toujours est-il que pour réaliser l'ambitieux projet de l'Olympique et du Titanic, il faut procéder à un aménagement colossal des chantiers Harland & Wolff. Ainsi, on supprime 3 cales de construction pour n'en faire que 2, au-dessus desquelles s'élèvent 2 immenses portiques qui feront partie du paysage de Belfast pour quiconque lève un peu les yeux. La quille de l'Olympique est posée en décembre 1908 et celle du Titanic quelques mois plus tard, en mars 1909. Il faut attendre l'entrée en service de l'Olympique pour que le Britannic portant le numéro de chantier 433 soit mis en chantier et sa quille est donc posée le 30 novembre 1911. La quille, c'est la colonne vertébrale d'un navire, le fond de sa coque, et c'est à partir de là qu'on va analyser ensemble les nombreuses différences entre les 3 navires. Car même si on les dit sister ship, navires jumeaux, le Britannic était nettement différent de ses 2 grands frères. La première, puisque nous parlions de la quille, eh bien le Britannic est plus large que ses frères. Pas grand-chose, 45 cm environ, afin de le rendre encore plus stable sur la mer et aussi pour résoudre un problème noté sur l'Olympique. On juge que sa coque a tendance à fléchir un peu lorsque l'océan est creusé. Les premières traversées de l'Olympique ont aussi permis de constater d'autres problèmes qu'on corrigera surtout sur le Britannic. On apportera des joints de dilatation supplémentaires à sa superstructure. On avait remarqué que des petites fissures apparaissaient sur celle de l'Olympique, en partie causées par cette flexion de la coque. En fait, la White Star Line aurait même pu décider de construire un navire encore plus grand. Dès la mise à l'eau de l'Olympique en mai 1911, la Cunard entamait la construction de son Aquitania, au mois de juin, qui mesure presque 275 mètres. Et du côté des Allemands, la Hamburg America Line annonce la construction de 3 sister ships, Léviathan, Imperator et Vaterland. Le Léviathan fera lui 290 mètres de long. Vous voyez, tout va très vite en ce début de siècle, c'est la course à la grandeur. Mais voilà, Harland & Wolff sont de toute façon contraints par la taille de leur nouvelle cale de construction. Britannic fera donc la même longueur que ses sister ships, ce qui visuellement fait de Olympique, Titanic et Britannic les seuls vrais sister ships par rapport à leurs concurrents. Même chantier, même plan, même cale de construction, et visuellement, un néophyte peut très bien les confondre, surtout l'Olympique et le Titanic. Britannic, arrivant plus tard, sera plus facile à distinguer de ses frères, nous allons voir tout ça ensemble. En dehors de son maître-beau de 45 cm supérieur à ses frères, Britannic est également équipé d'une double coque que l'Olympique ne recevra qu'après le naufrage du Titanic. La perte de ce dernier pendant son voyage inaugural, est-ce nécessaire de revenir sur cette histoire, viendra modifier beaucoup de choses dans la disposition du Britannic qui à ce moment, en 1912, a sa coque quasiment terminée. Le chantier ralentit donc un peu et le cahier des charges se voit modifié. Il possédera 17 compartiments étanches contre 16 sur Titanic et il peut donc rester à flot avec 5 compartiments inondés contre 4 sur son frère maudit. Et ces cloisons étanches montent cette fois jusqu'au pont B sans pour autant réduire la taille des espaces de première classe, alors que sur Titanic, elles s'arrêtaient au pont D. Il faut comprendre que pour le Titanic, personne ne s'était imaginé un tel scénario. Il faisait bel et bien partie des navires les plus sûrs de son époque. En fait, il faut bien avoir en tête que les collisions avec les icebergs étaient rarissimes. Les causes de naufrage les plus courantes étaient les abordages entre navires. Donc, le Titanic pouvait aborder et prôner un autre navire. Si tel était le cas, sa proue était écrasée, ouvrant une voie d'eau sur les premiers compartiments, 2 ou 3 tout au plus. Super, il peut rester à flot avec 4 compartiments inondés. Dans le cas inverse, il pouvait être éperonné par un autre navire et donc voir un de ses flancs bâbord ou tribord percé et inondé sur au moins 2 compartiments. Là encore, pas de problème, il resterait à flot. Évidemment, personne n'avait en tête qu'une collision avec un iceberg chercherait à être évitée et donc que celui-ci viendrait frotter le long de la coque en ouvrant une succession de petites brèches sur 5 compartiments. La tuile. Ce qui peut donc laisser penser que si le Titanic avait percuté l'iceberg frontalement, il aurait été fortement endommagé avec quelques victimes et beaucoup de blessés, mais serait probablement resté à flot et en état de rejoindre New York par ses propres moyens. Ce ne sont que des suppositions.
Intéressons-nous à présent aux machines du Britannic. Bien que sa chaufferie soit identique à celle de l'Olympic et du Titanic, le Britannic était plus puissant. La cause, les cylindres sont équipés de soupapes à piston car la pression des chambres basse pression a été revue à la hausse. Si ces détails ne sont pas ceux qui sautent de prime abord aux yeux, il faut donc s'intéresser à l'aspect extérieur du Britannic. Visuellement, il ressemble en apparence plus au Titanic, avec son pont de promenade A fermé par des grandes fenêtres jusqu'à la moitié du pont, là où il était complètement ouvert sur Olympic. L'autre différence visuelle se trouve sur le pont de poupe, le pont arrière. Une structure a été ajoutée afin de disposer des canaux de sauvetage. Cette structure permet aux 3e classes d'avoir à présent un accès direct aux embarcations. Et donc, puisqu'on parle des canaux de sauvetage, il devait être au nombre de 46 dans sa configuration transatlantique. Ça fait une belle différence avec les seulement 20 du Titanic. Ce sont près de 2580 passagers qui pourront embarquer sur le Britannic contre 2435 sur Titanic. Encore une fois, il ne faut pas voir à l'époque une mauvaise intention de la White Star Line de ne pas fournir assez de canaux pour leur paquebot. Le Titanic répondait parfaitement à la législation de l'époque et il avait même plus de canaux que ce qui était demandé. Le Board of Trade imposait 16 canaux de sauvetage pour un navire de plus de 10 000 tonneaux. Le Titanic en faisait 46 000. Cette loi datait de 1894. C'est pas particulièrement vieux, mais on voit clairement la vitesse à laquelle étaient allées les choses et la loi n'avait pas du tout suivi. Toujours est-il qu'à présent, tout navire doit disposer d'un nombre suffisant de canaux pour tous ses passagers et membres d'équipage. La White Star Line est donc un très bon élève avec le Britannic. Il sera équipé de 42 canaux de 10 mètres de long par 3 mètres, plus de 2 canaux motorisés équipés d'une radio de communication sans fil et 2 autres de 8 mètres de long situés derrière les ailerons de la passerelle. Ces canaux seront répartis en 8 ensembles à différents endroits du Britannic, de chaque côté de la première cheminée, au niveau de la 4e et sur l'abri du pont de poupe donc. Et pour le mettre à l'eau, on a conçu un nouveau système de bossoirs qui sont sûrement l'élément distinctif du Britannic qui saute le plus aux yeux. On ne les reverra nulle part, et c'est peut-être pas plus mal. Ils sont gigantesques et semblables à des grues. En fait, ce sont des grues électriques qui peuvent pivoter. S'ils sont si grands, c'est parce qu'on peut ainsi les descendre à l'eau loin de la coque du Britannic, si celui-ci par exemple connaît une forte gîte. De même, ils permettent de transférer les canaux d'un bord à l'autre du navire si pour une raison ou une autre on ne pouvait pas les descendre. Afin d'installer ces bossoirs sur le pont des embarcations, on a dû renforcer la structure du pont A et changer un peu la disposition des fenêtres, raison pour laquelle elles sont un peu différentes de celles du Titanic. Nous allons donc à présent nous diriger à l'intérieur du Britannic. Essayons de l'imaginer tel qu'il aurait pu être dans sa configuration finale au moment de se lancer sur la ligne de l'Atlantique Nord. Il est assez difficile de s'en rendre compte ni de savoir avec certitude comment les espaces auraient été agencés dans la mesure où Britannic n'a jamais connu de carrière commerciale et n'a donc jamais été livré dans sa configuration transatlantique. La Première Guerre mondiale en décidera autrement. Cette visite est donc basée sur le cahier des charges du Britannic. Ses plans, parfois modifiés ou incomplets, des articles, des livres que j'ai sur le sujet et donc sûrement aussi quelques partis pris de ma part. Mais enfin. Empruntons la coupée et dirigeons-nous vers le pont D, l'entrée des premières classes. Immédiatement, nous voici dans la salle de réception, son mobilier en rotin et son parquet au sol. Contrairement à l'Olympic ou au Titanic, nous ne passons pas par un vestibule et donc devant nous, nous pouvons voir l'escalier principal avant ainsi que les ascenseurs qui desservent tous les niveaux en première classe. Je précise bien tous les niveaux car contrairement au Titanic et l'Olympic, ils vont cette fois jusqu'au pont des embarcations, là où ils s'arrêtaient au pont A sur les 2 autres. Par conséquent, extérieurement, on note une nouvelle différence puisque derrière la première cheminée, on peut apercevoir sur des photos la machinerie de ces ascenseurs. Le mobilier de la salle de réception est identique aux 2 autres frères, mais les fins connaisseurs auront noté que nous ne retrouvons pas la moquette présente sur les 2 prédécesseurs, bien que ce point reste sujet à conversation. Adjacente à la salle de réception, la salle à manger de première classe. Elle comporte quelques différences. Ça aurait pourtant été un point à améliorer un peu plus face à la concurrence.
Celle-ci est de style jacobin, avec ses boiseries peintes en blanc jusqu'au plafond, ses colonnes et ses arches. On y est comme dans une maison bourgeoise anglaise. Ce qui la distingue légèrement du Titanic et de l'Olympique, c'est que certains dessins laissent penser qu'elle aurait pu comporter, entre ses arches, des miroirs ou des vitres afin d'apporter un peu plus d'intimité entre les tables. Elle occupe toute la largeur du navire, soit plus de 28 mètres, ce qui en fait une grande salle à manger. Mais voilà, elle est basse de plafond. Du côté de la Cunard ou de la Hapag, ou même chez nous, en France du côté de la Transat, on a des salles à manger qui occupent 2 niveaux avec des plafonds très hauts et une grande descente majestueuse qui, je trouve, mettent en appétit. Ici, on n'a pas vraiment envie de s'y attarder même si la pièce est lumineuse, bordée de larges fenêtres qui cachent les hublots. Ressortons par les doubles portes et empruntons l'escalier pour remonter au pont C, essentiellement composé de cabines. Britannic cherche surtout à monter en gamme côté hébergement face à l'Aquitania de la Cunard qui avait rehaussé le luxe d'un cran après l'entrée en service de l'Olympique et Titanic. Britannic multiplie les suites luxueuses, on en ajoute 4 nouvelles au pont C qui n'existaient pas sur ses jumeaux, décorées dans un style Régence, Louis XVI et georgien. Presque toutes les cabines sont équipées de salles de bain privées et on ajoute 2 véritables suites royales au pont B avec véranda, salon, salle à manger, 3 chambres, salles de bain multiples et même des espaces pour les domestiques. On y trouve aussi des nouveautés modernes, comme 2 cabines téléphoniques accessibles à tous les passagers de première classe au pont B, derrière le grand escalier. Seules certaines cabines de première classe étaient équipées du téléphone sur ses jumeaux. À l'arrière du navire, toujours au pont B, le restaurant à la carte gagne encore en prestige. Dans la salle de réception du restaurant, nous sommes accueillis en musique. Un pianiste fait courir ses doigts sur les touches d'ivoire d'un piano. On peut patienter en s'installant confortablement dans l'un des 3 Chesterfield ou dans les fauteuils en rotin. Ce restaurant était très apprécié sur l'Olympique. Déjà parce que les tables étaient plus intimistes, 4, 6 ou 8 personnes pouvaient y dîner, les passagers appréciaient également de pouvoir choisir à la carte les plats qu'ils allaient déguster, contrairement au menu imposé au pont C. La salle du restaurant ici est plus vaste que sur Olympique et Titanic. En fait, sur Britannic, le restaurant à la carte occupe toute la largeur du pont. Par conséquent, on a supprimé le café parisien qui était collé sur tribord au restaurant de ces 2 sister ships. Un choix qui ne fut certainement pas facile à faire car ce dernier était également apprécié de la clientèle. Ce point reste toutefois sujet à conversation. Certaines revues d'époque, comme le Shipbuilder en 1914, stipulent que le café parisien aurait été déplacé sur le pont A. Néanmoins, il n'apparaît sur aucun plan. La décoration évolue également et c'est normal, le goût et la mode changent vite en ce début des années 1900. Au pont A, le fumoir sur Britannic abandonne l'ambiance sombre et feutrée de l'Olympique et du Titanic qui était dans un style georgien et qui reprenait ce que la White Star Line faisait déjà sur le Baltique en 1904 et le Mégantic en 1909. Sur Britannic, le style est plus lumineux, avec des bois blancs clairs, du cèdre et du tilleul, de grandes fenêtres et un dôme de plâtre au centre à la place de la verrière. Dans le prolongement sur le pont A, le salon de première classe, lui, conserve son inspiration Louis XV et, au premier regard, rien ne le distingue des 2 autres. Il faut donc observer en détail. Heureusement, en 2019, on a retrouvé les panneaux de bois qui auraient dû s'y trouver. On sait donc que les ornements sont encore plus raffinés et détaillés que sur ces jumeaux. Les décorateurs se sont ici dépassés. Le grand escalier avant reste évidemment la pièce maîtresse, l'élément distinctif le plus caractéristique de la classe olympique. Son célèbre dôme de verre est toujours là, mais sur Britannic, faisant face à l'escalier, on ajoute un immense orgue mécanique à rouleau dont les tuyaux montent jusqu'au pont des embarcations. Il est fabriqué par la compagnie Welt & Sons. Ici, pas d'organiste, la mélodie est jouée à l'aide d'un rouleau mécanique, comme je vous le disais. La jolie petite horloge symbolisant l'honneur et la gloire au centre de la première volée de marche est également présente. Contrairement à ce que laissent entendre certaines sources, elle n'a pas été remplacée par un tableau. La photographie du plan de coupe faite par Robert Welch en 1913 montre que celle-ci est présente dans l'escalier.
Cette horloge s'inspirait d'ailleurs d'une horloge qui se trouvait dans le salon Louis XIV au Palais des Tuileries à Paris. Elle faisait partie d'une cheminée monumentale qui n'existe déjà plus lorsqu'on dessine celle de la classe olympique. Mais les décorateurs se sont sûrement inspirés de gravures la représentant. Si on monte l'escalier puis qu'on sort sur le pont des embarcations côté tribord, on tombe sur le gymnase, au même endroit que sur les deux autres. Pas de surprise. Par contre, cette fois, si on sort côté bâbord, on trouvera la salle de jeu des enfants. C'est la première fois qu'on trouve une salle de jeu sur un navire de la White Star Line. Peu de renseignements nous sont parvenus, on sait seulement que les murs auraient été en acajou, pas en blanc, et que le sol aurait sûrement été en linoléum. Concernant les meubles, on y aurait trouvé des fauteuils bien sûr, ainsi qu'une bibliothèque, une armoire et des fauteuils en rotin. Pour le reste, eh bien, il faudra faire marcher votre imagination. Une dernière amélioration dans les aménagements de première classe. Sa piscine, décorée de marbre inspiré des termes romains, tranche radicalement avec les bassins très sobres de l'Olympique et du Titanic où c'était directement l'atoll nu et les rivets apparents partout. Il faut dire qu'en face, on avait l'impressionnante piscine de style pompéen de l'Imperator et la Cunard avait bien rivalisé avec celle de l'Aquitania, sobre mais plus accueillante que celle de l'Olympique. Pour la deuxième classe, pas de changement en ce qui concerne la décoration. Mais là encore, on cherche à attirer cette clientèle. La White Star Line fait installer au pont C, au niveau du pont de cale à côté de leur bibliothèque, un gymnase qui n'était pas présent sur Olympique et Titanic. On a également augmenté le nombre de cabines convertibles entre la deuxième et la troisième classe, en fonction du remplissage de l'une ou de l'autre des classes. Britannic aurait été beaucoup plus souple à ce niveau que sur ses frères de route. La White Star Line anticipait peut-être la diminution de ce flux migratoire. Si tel n'est pas le cas, il s'évitait de toute façon des grosses refontes à l'avenir. Pour la troisième classe, toutefois, on note des améliorations et un retour en arrière surprenant avec le retour de dortoirs à l'avant du pont F, à l'endroit où on trouvait des cabines sur Olympique et Titanic. Peut-être toujours dans l'optique de pouvoir convertir certaines cabines de troisième classe à la deuxième classe. Au pont C, la troisième classe dispose à présent d'un pont de promenade couvert, là où celui-ci était entièrement ouvert sur les deux autres jumeaux. Leur fumoir, enfin, qui se trouvait sur Olympique et Titanic à la proue sur le pont C, se trouve cette fois remonté d'un pont, au pont B, juste en dessous de la structure qui accueille les canots de sauvetage. En lieu et place du fumoir du pont C, on retrouve sur Britannic l'hôpital, qui cette fois est directement accessible par les passagers de 3e. Sur Olympique et Titanic, il était au pont D et accessible par un escalier qu'on ne pouvait emprunter que depuis les espaces de 2e et 1re classe. Plutôt illogique dans la mesure où ce sont majoritairement les passagers de 3e classe qui auront besoin de voir un médecin. Nous avons donc terminé notre visite du Britannic et vu ensemble les grosses différences qu'aurait présenté le dernier triplé de la classe olympique. L'évolution ultime de cette dernière est donc, théoriquement, le plus parfait des trois, le plus abouti en tout cas. Évidemment, l'histoire avait d'autres plans pour lui. La construction du Britannic fut plus lente que celle de ses deux frères. C'est normal, on dut réétudier les plans de la coque après le naufrage du Titanic et les ouvriers étaient occupés sur d'autres chantiers, tant les commandes étaient nombreuses chez Harland & Wolff. Il est finalement mis à l'eau le 26 février 1914 dans une cérémonie plutôt simple, conforme à ce qu'a toujours fait la White Star Line. Quelques invités sont présents, on admire la silhouette, on se félicite. Il n'y a pas de baptême à coups de bouteilles brisées sur la coque à la White Star Line. Lorsque la marée est assez haute, un signal est envoyé et on retire les vérins hydrauliques. La coque glisse, elle pénètre l'eau, puis la coquille encore vide du Britannic est remorquée vers un quai d'armement. Il va à présent y recevoir ses chaudières, puis, petit à petit, toute sa décoration et son mobilier. Il était annoncé à ce moment de l'histoire que Britannic entrerait en service en septembre 1914. Mais des difficultés d'approvisionnement et le manque d'ouvriers disponibles sur le chantier retardent cette échéance et dès le mois de juillet, on annonce que ce sera finalement plutôt le printemps 1915.
Britannique n'est plus vraiment une priorité comme pouvaient l'être Olympique et Titanic chez Harland & Wolff. Mais voilà, les piliers de la paix en Europe se fissurent. Je vous refais un rapide point historique très simplifié afin de comprendre comment survient la Première Guerre mondiale et comment le Royaume-Uni entre dans ce conflit. Le 28 juin 1914, l'archiduc autrichien François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe en pleine rue à Sarajevo, en Serbie donc. Cet attentat met immédiatement le feu aux poudres. Pourquoi ? Parce que François Ferdinand était l'héritier du trône de l'Autriche-Hongrie, un empire donc qui contrôlait des territoires peuplés de Slaves. Certains nationalistes serbes voulaient que ces territoires rejoignent la Serbie. L'assassinat de l'archiduc donne alors à l'Autriche-Hongrie un prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie. C'est donc un mois plus tard, jour pour jour, que l'Autriche-Hongrie envahit la Serbie. Et là, ce sont les alliances qui entrent en jeu. La Russie soutient la Serbie et l'Allemagne soutient l'Autriche. La France, elle, se range du côté de la Russie. Jusque-là, la Grande-Bretagne compte rester en retrait. Mais, le 4 août 1914, l'Allemagne envahit la Belgique qui était neutre. Cette attaque constitue une violation du traité de Londres et par conséquent, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Au mois de novembre, la France et l'Angleterre sont également en guerre contre l'allié de l'Allemagne, l'Empire ottoman. Il devient alors évident que le conflit ne sera pas de courte durée. Chez Harland & Wolff, à Belfast, les conséquences ne tardent pas à se faire ressentir. Les matières premières sont redirigées vers les chantiers navals travaillant pour l'amirauté britannique. Les travaux sur le Britannique continuent donc de ralentir encore et encore, et la main-d'œuvre diminue puisque les ouvriers sont appelés à s'engager dans l'armée. Britannique n'était à ce moment plus du tout une priorité puisqu'il n'y avait presque plus de trafic de passagers entre l'Europe et les États-Unis. Même l'Olympique sera écarté du service puisque le peu de demandes ne justifiait pas qu'on utilise un navire d'une telle capacité de transport. Ainsi, le 3 novembre, il retrouve son petit frère inachevé à Belfast où il y reste désarmé pour quelque temps. On ne préfère pas encore utiliser ces grands navires pour le transport de troupes pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut effectivement y placer plus de 3000 hommes. C'est énorme. Et on craint alors de grosses pertes si un tel navire venait à sombrer avec autant d'hommes à bord. La Première Guerre mondiale voit l'arrivée des redoutables sous-marins et les U-boats allemands causent des pertes terribles. L'autre raison, c'est que ce sont des navires certes plus rapides que la moyenne des navires militaires, mais qui consomment énormément plus de charbon pour arriver à ces performances. En avril 1915, les Alliés tentent de s'emparer du détroit des Dardanelles, contrôlé par l'Empire ottoman, afin d'ouvrir une route vers la Russie. Ils lancent un débarquement sur la péninsule de Gallipoli, mais se heurtent à une forte résistance des troupes ottomanes. On a alors besoin d'apports massifs de troupes, et c'est là qu'on décide qu'on a besoin de ces géants des mers pour envoyer massivement des troupes vers le front auquel ils étaient très mal préparés. Rapidement, l'Olympique est converti en transport de troupes vers les Dardanelles. Puis, face aux pertes massives et au grand nombre de blessés, il fallait un nouveau navire, hôpital, pour rapatrier ceux qui nécessitent des soins dans les hôpitaux d'Angleterre. Les non-valides du front, blessés et malades, sont amenés vers l'île de Lemnos, située en mer Égée, au nord de la Grèce, et plus particulièrement vers la ville de Moudros. C'est ainsi que le 13 novembre 1915, le Britannique est officiellement réquisitionné pour servir de navire hôpital. Il devient alors le HMHS Britannique. À ce moment-là, bien que ces machines soient fonctionnelles, le Britannique est loin d'être terminé. Très peu de ces boiseries ont été installées, il restait également à terminer la plomberie, l'électricité et les cuisines. Les menuisiers démontent alors les panneaux de bois et on aménage à l'intérieur 3309 couchettes superposées. Les médecins et infirmières occuperont principalement les cabines du pont B. Les espaces inachevés des ponts inférieurs seront occupés par les autres membres des corps médicaux. Le grand salon de première, dépourvu de ses boiseries et de son mobilier, sera la salle à manger des patients, et la plupart des autres salons et des cabines seront des espaces communs.
Des lits seront installés dans les ponts de promenade couverts A et B, dans les espaces de 3e classe, sur les ponts F et G. Des salles avec couchettes superposées sont créées sur bâbord et tribord pour accueillir les blessés et les malades. En effet, les canons et fusils ne sont pas les seuls à causer des dommages. De nombreux soldats souffrent de la typhoïde, de la dysenterie ou même la tuberculose, causant autant de pertes que les armes à feu. Des bossoirs classiques sont installés entre la 2e et la 4e cheminée. 3 des bossoirs géants initialement prévus n'ont pas pu être installés à temps. Il en manque un sur bâbord avant et les 2 autres destinés au pont de poupe. Sur ce même pont de poupe, tout à l'arrière, on installe une morgue de fortune, sorte de petit préfabriqué posé un peu comme ça derrière le fumoir des 3e classes. Comme tous les autres navires hôpitaux, la coque est peinte en blanche avec une bande verte tout le long de la coque, interrompue par 3 grandes croix rouges. Pour qu'il soit bien identifié la nuit, une rangée de lumière verte fut installée sous le pont de promenade et 2 grandes croix rouges électriques furent placées de chaque côté du pont des embarcations. Enfin, ces 4 cheminées sont peintes en jaune moutarde. Le 6 décembre, le statut du Britannique comme navire hôpital est déclaré auprès des autorités allemandes. Ces essais en mer se déroulent discrètement le 8 décembre 1915 en mer d'Irlande. Tout se déroula en une journée et dut être concluant puisque Harland & Wolff déclare le navire livré le jour même, bien qu'aucun rapport des essais ne nous soit parvenu. Le 11 décembre 1915, en fin de journée, Britannic quitte son berceau de Belfast pour rejoindre Liverpool, d'où il apparira pour son voyage inaugural en tant que navire hôpital. La White Star Line pensait d'abord confier le commandement à James Haddock, qui était le commandant de l'Olympique avant la guerre. Mais on le pense plus utile à Belfast, où il est chargé de superviser la transformation des navires marchands en croiseurs auxiliaires. Ainsi, le commandement est confié à Charles Alfred Bartlett. Bartlett s'est précédemment illustré au début du conflit à bord du Verona, yacht de l'amirauté britannique, à bord duquel il patrouillait pour draguer les mines marines en mer du Nord. Il n'était pas non plus étranger au grand paquebot puisqu'il avait commandé le Cédric pendant 5 ans. Au quai de Liverpool, Bartlett supervise le chargement du matériel médical et chirurgical. Puis, le matin du 22 décembre 1915, Britannic s'éloigne lentement du quai gelé pour finalement jeter l'ancre en rade de Liverpool pour le reste de la journée. Aucun souci mécanique, rassurez-vous, il manquait simplement 200 hommes du RAMC, Royal Army Medical Corps, qui devait embarquer très tard dans la soirée. Le personnel déjà présent à bord en profite donc pour faire connaissance et se familiariser avec le navire. Vers minuit, le corps médical manquant est amené à bord du Britannic, habillé de sa robe verte et rouge, tout illuminée. Les machines font trembler sa coque et progressivement, il prend la direction de la mer d'Irlande. À bord, personne en dehors de Bartlett ne connaît la destination, qui est en fait Mudros en Grèce, où les blessés du front sont amenés en masse. Nous sommes loin de l'ambiance glamour et festive du voyage inaugural des 2 sister ships. Grâce au journal de bord du médecin Harold Goodman, 39 ans, on sait ce qu'il se passa à bord durant cette traversée. 23 décembre. Les hommes du RAMC sont arrivés à minuit. Le navire est parti, destination inconnue pour nous tous. On parle de l'Australie, mais ce sont probablement des balivernes. Rassemblement à 10h30 et le colonel Anderson a inspecté le navire. J'apprends par les ordres que je suis affecté avec le capitaine Clark, les lieutenants Anderson, Pender et Bachelor aux salles F, L, V, M et N, soit 426 lits à tribord avant sur le pont F et G. 2 de nos salles sont inondées à cause de fuites au hublot et d'un reflux d'eau dû à une valve défectueuse. Lits superposés sur 2 niveaux. Presque tout le monde est malade à cause d'un fort vent du sud-ouest qui fait rouler le navire. Journée passée à ne rien faire, discuter et s'installer. Très ennuyeux. Vaccination contre le choléra à 17h. 24 décembre. Même tempête. Table presque déserte. Rassemblement à 10h30. Le colonel nous dit de continuer, ce qui signifie qu'il n'y a rien à faire. Conférence à midi par le professeur Squires et monsieur Risk de Belfast sur les vertus de l'urée comme antiseptique. C'est très intéressant. On nous dit que nous aurons seulement 6 jours pour traiter les blessés. Donc, destination probable, Mudros, en Méditerranée.
426 milles parcourus au large du cap Finistère à midi, donc cap sur Gibraltar. Longue discussion avec Monsieur Risk et le docteur Rantrill. Veille de Noël, les hommes du RAMC récupèrent lentement. 25 décembre, Noël. Le navire a fortement roulé pendant la nuit. Table renversée, peu de sommeil. Vent violent le matin. Service religieux à 11h dans le salon décoré de houx et de gui. Discours du colonel Henderson sur les procédures d'embarquement et de débarquement. Nos salles sont faciles d'accès grâce à un ascenseur central. 443 milles parcourus. Cap Saint-Vincent, aperçu à 14h, puis Sagres. Premier navire aperçu depuis le départ. 26 décembre. Passage de Gibraltar à 11h30. Côte espagnole visible. Cap de Gata à 10h. Exercice de sauvetage à 11h30. Côte africaine à 15h. 27 décembre. 416 milles. Sardaigne aperçue. Concert le soir dans le mess du RAMC. 28 décembre. Passage de Capri et entrée dans la baie de Naples à 8h30. Ruine du palais de Tibère visible. Ancrage à Naples. Certains descendent à terre. 30 décembre. Détroit de Messine tôt le matin. Stromboli vers 5h. Etna visible à 7h. Ruine du tremblement de terre de Messine. Etna majestueux, enneigé. Exercice d'embarquement à 9h. Navigation rapide ensuite, au moins 20 nœuds. 31 décembre. Première garde, inspection complète du navire avec le commandant Dyke, le colonel Anderson et le capitaine Charles-Alfred Bartlett. Arrivée à Lemnos à 16h. La baie est pleine de navires. Mouillage à côté de 5 navires hôpitaux. Paysage aride, couvert de tentes. À 19h, 2 navires viennent accoster et commencent à débarquer des blessés. Très grande activité jusqu'à 23h. Plusieurs salles remplies de blessés, dont des cas très graves. Tout semble improvisé. Couché à 2h du matin après avoir vu la nouvelle année arriver. Le 16 janvier 1916, les patients continuaient de monter à bord du Britannique et cela dura toute la journée, jusque tard dans la soirée. La salle de réception des premières classes, au pont D, et la salle à manger servent de bloc opératoire. Les blessés plus légers et les malades sont dispersés dans les ponts inférieurs. Les journaux de certains patients décrivent que le Britannique domine clairement en taille tous les autres navires présents dans la baie et qu'ils ont l'impression de pénétrer dans une véritable ville flottante. Une fois les derniers blessés amenés à bord, Britannique quitta Mudros le 3 janvier vers 15h. Après avoir pris soin de débarquer le corps du soldat Arthur Howe, mort la veille dans la salle H de la tuberculose. Il mit le cap au sud-ouest à pleine vitesse, la zone est dangereuse, même pour un navire hôpital qui, normalement, ne doit pas représenter une cible. Le voyage retour est différent. Si le personnel soignant trouvait le temps long à l'aller, ils sont cette fois très sollicités. Le navire est plein de blessés et de malades, et en plus de cela, le capitaine Bartlett doit toujours organiser des exercices d'évacuation. À 6h, c'est le réveil des patients, suivi du nettoyage du navire, puis le petit déjeuner est servi et le navire est inspecté par le commandant et son état-major. À 12h30, c'est l'heure du déjeuner et à 16h30, le thé traditionnel. Entre chaque repas, les patients reçoivent leurs soins et les plus valides peuvent également profiter des ponts de promenade. Au regard de ce descriptif, on pourrait penser que, malgré le grand nombre de blessés et malades, la vie à bord est plutôt douce et insouciante. Mais tout cela n'est qu'une impression. La réalité de la guerre et le nombre de blessés, peut-être sous-estimé au départ, apportent un net contraste. La nourriture est mauvaise, on meurt de faim. 2 tranches pour le petit déjeuner, au dîner, un ragoût dans une gamelle. J'ai cru que c'était une soupe en entrée, mais rien d'autre n'est venu. Les patients ont presque gelé en attendant d'embarquer depuis les chalutiers lorsque nous étions à Mudros. Certains brancards ont été arrosés par l'eau de bord. Cacao et biscuits durs pour le souper, service religieux le soir, bon, beau livre de prière quand même. Le 5 janvier, après avoir passé Malte, il est 6h30 lorsqu'on hurle sur le pont « Homme à la mer !» Il est interdit de s'arrêter dans une zone de guerre. Le Britannique poursuit donc sa route. Lors de l'appel, on constatera l'absence du marin Samuel Jones. Il sera donc déclaré mort. Son destin laisse peu de place au doute lorsqu'on tombe en pleine mer. Le reste du voyage fut sans encombre et l'état de la mer bien plus agréable qu'à l'aller. Le 9 janvier, Britannique approche des côtes anglaises.
Le jour est encore jeune lorsque l'on constate le décès d'un autre patient atteint de la tuberculose, le soldat Charles Vincent, âgé de seulement 21 ans. Arrivé à l'entrée du Solent, Britannic réduit grandement sa vitesse afin de laisser passer devant lui les dragueurs de mines, redoutable ennemi insidieux qui aurait vite fait d'envoyer le navire au fond si sa coque venait à en toucher une. À son arrivée à Southampton ce même jour vers 15h, ce seront 4200 blessés qui seront envoyés dans les différents hôpitaux du pays où ils pourront enfin recevoir des soins dans des meilleures conditions. L'arrivée et le débarquement des passagers durera des heures. Britannic, le 9 janvier 1916. Mon cher papa, juste quelques lignes pour te faire savoir que je suis à quelques milles seulement de l'Angleterre. J'ai quitté Port Saïd le 26 décembre et je me suis rendu à Alexandrie en train, puis j'ai embarqué sur le navire hôpital Dunluce Castle, qui a appareillé ce soir-là pour la baie de Mudros, la base navale du front oriental. Nous y avons attendu pendant 2 jours ce navire hôpital mentionné ci-dessus. Un magnifique bâtiment de 50 000 tonneaux, plus grand que l'Aquitania. C'est son voyage inaugural. Tu vois, donc j'ai le privilège de pouvoir dire que je suis l'un des premiers passagers à naviguer sur le navire jumeau du Titanic. Nous avons fait un voyage splendide. La traversée a été si douce qu'on aurait à peine cru être en mer. On dit que les patients atteints du choléra vont être envoyés à Croydon. Je t'écrirai de nouveau dès que j'arriverai à destination. Affectueusement, ton fils, Wally. Lettre du soldat Walter Goodwin atteint de la typhoïde. 11 jours plus tard, le 20 janvier, Britannic repartait pour les Dardanelles récupérer un nouveau lot de blessés et malades. Les troupes alliées battent en retrait et abandonnent le front. On sait que bientôt, le Britannic sera envoyé ailleurs ou bien laissé à quai quelque part en attente d'ordre. Mais pour l'heure, c'est chargé de 2237 invalides que le 4 février, Britannic repart en direction de Southampton. Toutefois, il n'est pas reparti de Mudros cette fois. En fait, il n'est jamais allé jusque là-bas pour ce voyage. Britannic fit escale à Naples afin de faire le plein de charbon et d'eau fraîche. Le commandant Bartlett avait l'intention de reprendre sa route le lendemain matin à l'aube. Mais, dans la soirée, il reçoit un télégramme lui demandant de rester à Naples dans l'attente du navire hôpital Grand Tully Castle afin qu'il récupère ses blessés. Et puis finalement, le Formosa fera de même, puis l'Esquibo, et ainsi de suite jusqu'à son départ. Cela déplut fortement aux autorités napolitaines qui craignaient que les maladies des soldats ne se propagent au port. Cela ne se reproduira donc plus. Le Britannic effectue un nouvel aller-retour au mois d'avril. Cette fois encore, il ne va pas jusqu'à Mudros, mais jusqu'à Augusta, au sud de la Sicile. Après son retour, on confirme ce que tout le monde voyait venir. Le Britannic est désarmé après 3 voyages seulement et son personnel hospitalier est dispersé ailleurs. Gallipoli a peut-être été abandonné, mais les Alliés sont toujours massés à Salonique, en Grèce. C'est une grosse partie des troupes évacuées des Dardanelles qui se trouvent encore là-bas. Comme en France, c'est ici aussi une guerre de position dans des conditions très difficiles entre le manque d'équipement, la chaleur étouffante en été et surtout la maladie qui décime les soldats. Le front est toujours bloqué en Macédoine face aux Bulgares. En août 1916, les Alliés tentent donc une percée qui débouchera plus tard sur la prise de Monastir, actuelle ville de Bilota. Une petite avancée peu décisive mais qui cause beaucoup de pertes. Dès l'été, les navires hôpitaux se trouvent donc sollicités à revenir vers Mudros où les blessés et les malades sont toujours amenés. Et c'est donc le 28 août 1916 qu'on informe la White Star Line que le Britannic est à nouveau réquisitionné. Durant ces quelques mois, il est probable que les travaux aient continué à bord, toujours dans le but qu'il soit mis en service commercial une fois la guerre terminée. Quoi qu'il en soit, il était à nouveau prêt et chargé le 9 septembre et on retrouve donc une partie de son personnel de bord initial. Ainsi, c'est à nouveau le lieutenant-colonel Henry Anderson qui est médecin-chef du navire et on retrouve Charles Bartlett en tant que commandant. À bord, parmi les infirmières du Voluntary Aid Detachment, on retrouve la jeune Vera Brittain, âgée de seulement 22 ans, qui deviendra célèbre plus tard pour ses écrits pacifistes et féministes. Elle témoigne ainsi. « Je n'oublierai jamais ma première vision du Britannic, au loin, tandis que la vedette descendait Southampton Water.
C'était un grand monstre blanc avec 4 cheminées et 3 grandes croix rouges peintes sur ses flancs. Je n'avais jamais voyagé sur un paquebot. Sa taille était terrifiante. Toutefois, ma cabine était sans hublot, mais sûrement plus confortable que les dortoirs où seront installées les autres infirmières. Le 24 septembre, une fois tout le personnel à bord et les installations prêtes, Britannic prit à nouveau la route vers Mudros. Le golfe de Gascogne fera, comme d'habitude, ses victimes parmi les nouveaux à bord qui découvrent le mal de mer. Comme à chaque fois, après avoir franchi Gibraltar, il fera escale à Naples pour faire le plein de charbon et d'eau fraîche. Comme d'habitude, certains en profitent pour descendre à terre et y faire des emplettes. On en ramène, entre autres, du bon vin d'Italie. Cela étant fait, Britannic reprend son chemin en direction de la mer d'Égée pour la partie la plus dangereuse de son voyage. Il faut franchir 3 lignes de mines qui protègent la baie de Mudros. Il y arrive enfin, le mardi 3 octobre 1916, et l'embarquement des patients commence presque immédiatement. Vera Brittain est ici transférée sur un autre navire-hôpital, le Galeka, qui fait route vers Naples, chargé de soldats malades. Ici, elle ne sera plus en cabine individuelle, mais dans des dortoirs. La proximité avec les soldats sera telle que lorsque le bateau accostera à Malte, elle sera elle aussi atteinte d'une forte fièvre. Gardez bien cette anecdote dans un coin de votre tête. Elle peut sembler anodine, mais nous y reviendrons à la fin de l'épisode. Le voyage retour du Britannic se fera sans encombre. On constatera juste un décès avant son arrivée à Southampton. Quelques jours plus tard, il était de nouveau en direction de Mudros et repartira chargé de 3000 nouveaux patients, dont le caporal George Firth Hunt, qui décédera de la dysenterie à bord. Les hôpitaux à Mudros ne désemplissent pas de malades et blessés. Il est 14h23 exactement lorsque le dimanche 12 novembre 1916, Britannic quitte à nouveau Southampton pour Mudros. Cette fois, il ne reviendra plus. La traversée est routinière. Le 15 novembre, il passe Gibraltar et arrive à Naples le 17 au matin pour faire son plein de charbon et d'eau fraîche. Le commandant Bartlett pensait appareiller le lendemain, mais une tempête rendait toute sortie du port de Naples trop dangereuse. Ce n'est finalement que le dimanche après-midi qu'il pourra reprendre la mer. Celle-ci n'est pas calme, loin de là. Le voyage n'est pas des plus agréables. Il faut attendre de passer le détroit de Messine pour qu'enfin, la mer retrouve son calme. Le lundi 20 novembre. L'activité à bord était intense. Personne ne s'ennuyait. Britannic doit arriver le lendemain vers midi à Mudros. Les infirmières préparent les lits, les intendants vérifient le matériel et préparent les milliers de tenues hospitalières. Les soldats sont déshabillés à leur arrivée sur le bateau et les vêtements sont déposés dans le local des bains turcs. En fin d'après-midi, tout est en ordre à bord et prêt pour accueillir les patients. Tout le monde s'endort paisiblement à bord tandis que Britannic passe le cap Matapan. Le matin du 21 novembre 1916, Britannic navigue à une vitesse de 20 nœuds en approche du golfe Saronique. C'est un beau matin. Un doux soleil lèche la coque blanche du navire. Le personnel à bord ouvre des hublots et des sabords afin d'aérer les salles et les dortoirs. Puis, ils partent avaler un bon petit déjeuner. La journée sera longue, autant prendre des forces. Sur la passerelle, on relève la position du navire qui se trouve à la pointe sud de l'île de Macronizos. Le timonier se place au cap nord 48 est pour faire entrer le Britannic dans le canal de Kea. 8 coups de cloche retentissent sur le pont. C'est l'heure du changement de quart pour les officiers. Le révérend John Fleming et quelques membres du RAMC observent les belles côtes de l'île de Kea où ils peuvent apercevoir la ville blanche d'Iulida perchée sur les collines. Tout est paisible. Rien ne semble pouvoir venir déranger cette douce tranquillité. 8h12. La tranquillité du Britannic est secouée par une violente déflagration. Le révérend Fleming l'a décrit comme si une vingtaine de vitrines avaient éclaté en même temps. Au centre du navire, on ne ressent qu'une légère secousse. Mais plus on s'approche du flanc tribord, plus la perception est différente. Certains ressentent un choc plus violent qui leur fait perdre l'équilibre. On pense qu'on a heurté quelque chose.
Certains commencent à monter vers les ponts de promenade tranquillement pour comprendre de quoi il pourrait s'agir. Dans sa cabine, située juste derrière la passerelle de navigation, le 5e officier du Britannique, Gordon Fielding, était en train de se raser devant son miroir. L'explosion le projeta à terre au centre de sa cabine. Sur le pont G, bien plus bas dans le navire, un soldat du RAMC dans sa cabine est projeté hors de celle-ci par l'onde de choc et une soudaine arrivée d'eau par la porte restée ouverte. Si, dans les premiers instants, personne ne semble paniquer, le petit déjeuner se poursuit dans un climat devenu soudainement plus anxiogène. Le commandant Bartlett était en train de finir son café en pyjama dans sa cabine. L'instant d'après, il était sur la passerelle et donnait l'ordre de stopper les machines, descendre les portes étanches et partir inspecter le navire. Après une rapide concertation, on apprit que l'événement était le suivant. Une explosion massive s'est produite sur tribord avant, près de la cloison entre les cales 2 et 3. 2 compartiments étanches sont touchés. Le navire peut, en théorie, rester à flot. Sauf que la déflagration a également endommagé le tunnel emprunté par les soutiers pour rejoindre la chaufferie 6. L'eau s'y engouffre donc, inonde la chaufferie 6 et la 5, dont la porte étanche est bloquée en position ouverte. En moins de 2 minutes, ces 2 chaufferies sont évacuées. Cela fait 4 compartiments inondés. Suite à cette information, Bartlett ne prend aucun risque. Il fait envoyer un message de détresse indiquant que le Britannique a heurté une mine au large de Port Saint-Nicolo. Puis, il demande à faire préparer les embarcations de sauvetage et fait résonner l'alarme dans le navire. Au son de cette dernière, certains restent calmes et partent chercher leur gilet de sauvetage à leur cabine. De ce voyage, parmi les infirmières, on retrouve Violet Jessop. Miss Jessop est assez célèbre pour qui s'intéresse en profondeur au Titanic. Elle est la seule à avoir servi sur les 3 jumeaux de classe olympique. Elle était à bord de l'Olympique lorsque celui-ci est entré en collision avec le croiseur Hawke. Elle était présente à bord du Titanic lorsque ce dernier a coulé et elle est donc également présente sur Britannic en ce matin du 21 novembre. C'est une jeune femme de 29 ans, née en Argentine de parents irlandais. À bord des navires, sa beauté ne laisse pas les jeunes hommes indifférents. Elle est souvent sollicitée pour des demandes en mariage. Ce matin-là, elle était occupée à l'office où elle travaillait lorsqu'elle ressentit une secousse. Quelques minutes plus tard, quand l'alarme retentit, elle ne constata pas le même calme parmi les hommes qui l'entouraient. Elle décrit dans ses mémoires que tous abandonnèrent immédiatement leurs tâches en sautant par-dessus les meubles et en se ruant vers les sorties sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Violette, elle, se rend au chevet d'une de ses collègues malades et alitée afin de l'aider à se vêtir et la conduire jusqu'au pont des embarcations. Comme sur le Titanic, Violette prend son temps et ne cède pas à la panique. Elle retourne ensuite à sa cabine pour récupérer des objets précieux, une bague, sa Bible, son réveil et une brosse à dents. Sur le pont des embarcations, la scène est un peu désordonnée, confuse. On commence le chargement des canots. Un groupe de stewards tente une ruée vers 2 canots situés à bâbord arrière. Ils sont rapidement calmés par le 5e officier Fielding. D'autres, brancardiers du RAMC, s'alignent tranquillement sur le pont de promenade en attendant d'être placés dans un canot. On fait monter en premier les infirmières. Les premiers canots descendent lentement le long de la coque et restent en suspens à quelques mètres au-dessus de l'eau. Britannic est toujours en mouvement sur sa lancée, on doit attendre le signal du commandant. Cela semble durer une éternité pour celles et ceux qui sont suspendus au-dessus d'une mer qui semble soudain menaçante. Sur la structure arrière du pont de poupe, des soutiers remontés lors de l'inondation des chaufferies 5 et 6 mettent un canot à l'eau sans autorisation. Dans la précipitation, certains tombent à l'eau. On leur ordonne alors de repêcher les infortunés. Le navire gîte de plus en plus sur tribord à présent. L'eau entre dans les ponts supérieurs par les hublots et les sabords restés ouverts. Elle va à présent se répandre partout dans le navire. 23 minutes après l'explosion, Bartlett ordonne l'arrêt complet des machines. Revenue sur le pont des embarcations, Violet Jessop crée la surprise. Elle est la dernière infirmière encore à bord, alors que toutes ses collègues sont déjà dans les chaloupes, qu'elle voit d'ailleurs s'éloigner du Britannic. Elle est donc placée dans le numéro 4, à l'avant bâbord, et attend calmement d'être descendue. Tout est un peu confus. Il apparaît que ces canots, à ce moment-là, soient mis à l'eau sans l'autorisation du 3e officier, Francis Lawes. Le Britannic est toujours en mouvement.
La descente du canot est stressante. Celui-ci racle sur la coque à cause de la gîte. Il brise des hublots ouverts, des ampoules électriques vertes du pont de promenade, rebondit plusieurs fois, puis finit par heurter violemment la surface de l'eau. Elle n'est pas au bout de son calvaire, au contraire, le pire est à venir. Comme le Britannique avance toujours sur sa lancée, son canot dérive inévitablement vers la poupe. Cette poupe qui, avec la gîte sur tribord, commence à se lever et révèle les pales de l'hélice bâbord, toujours en mouvement, qui battent l'eau et créent une forte succion. Un canot situé juste à côté se trouve alors aspiré et déchiqueté, pulvérisé par la rotation de l'hélice. Les occupants n'ont aucune chance. La mer est rouge sang. Les hommes hurlent au milieu des débris de canots et des morceaux de cadavres déchiquetés par l'hélice. Dans le canot de Violette Jessop, on ne peut pas lutter contre l'aspiration. Tous se jettent à l'eau, l'un après l'autre, pour s'éloigner le plus vite possible à la nage. Mais Violette a peur, elle ne sait pas nager. Rapidement, il n'y a plus qu'elle et un médecin à bord. Au dernier moment, elle saute, juste à côté des pales. Elle est prise dans des tourbillons d'eau créés par celle-ci. Violemment projetée vers la surface, sa tête vient frapper fort contre la quille d'une embarcation brisée. Complètement étourdie, blessée à la cuisse, elle parvient à refaire surface in extremis, non loin de l'hélice qui s'est miraculeusement arrêtée. Elle est hissée à bord d'un canot, blessée, mais en vie. À bord du Britannique, il n'est plus possible d'utiliser les bossoirs électriques devenus inopérants à bâbord. Puis, ce sont tous les bossoirs, même classiques, qui sont inutilisables à cause de la gîte trop importante. Une embarcation motorisée est descendue. À bord, le colonel Anderson recueille des survivants et des blessés se débattant dans l'eau. Au bout d'une dizaine de minutes, Bartlett a l'impression que la gîte et l'inclinaison du navire s'est stabilisée. Il a alors une idée. Tenter d'échouer le Britannique sur la côte de l'île de Kea, qui n'est qu'à 3000 marins. Il ordonne alors de stopper la mise à l'eau des canots et de mettre les machines en avant marche. Il est 8h45 et le navire gronde, tremble et péniblement se remet en mouvement. Bartlett peine à manœuvrer son paquebot. Le gouvernail répond mal. Il finit quand même par virer sur tribord. Rapidement, on rapporte au commandant que l'eau a atteint à présent le pont D. Le mouvement du navire n'a fait finalement qu'accélérer l'entrée d'eau. Bartlett se résigne. Il place son transmetteur sur stop et ordonne l'évacuation de la chaufferie. Britannique va sombrer, c'est une certitude. Les derniers canots quittent un à un le géant mourant. Avant de monter à bord d'un des derniers canots, le révérend Flemings redescend dans le navire pour emporter avec lui des provisions et veiller à ce que personne n'ait été oublié. Avec les derniers officiers encore présents à bord, il jette par-dessus bord tout ce qui peut flotter, gilets de sauvetage inutilisés, bouées, mobilier, chaises de pont, etc. Certains se laissent glisser le long des cordes à la poupe et sont recueillis dans l'eau par les embarcations. Bartlett, à présent, a de l'eau jusqu'à la passerelle. Il est un des derniers à évacuer son poste. Il donne un dernier coup de sifflet, le dernier râle du colosse britannique, signale que tous peuvent à présent abandonner leur poste, puis il sort tout simplement de sa passerelle, marche jusqu'à l'aileron tribord et entre tout simplement dans l'eau. Britannique est sur le point de se coucher complètement sur tribord. Une à une, les cheminées tombent lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau. Depuis les chaloupes, on entend des bruits sourds, comme des explosions. Certains se demandent si les chaudières ne sont pas tout simplement en train d'exploser à cause de l'eau froide qui vient éteindre complètement les foyers. Il est 9h07, 55 minutes après l'explosion, et la poupe du Britannique disparaît complètement de la surface de l'eau derrière un nuage de fumée. La proue touche déjà le fond, la coque se tord, se fissure et s'éventre juste devant la passerelle. Britannique se couche sur son flanc tribord et demeurera ainsi par 120 mètres de fond. C'était il y a 110 ans. La mer était lisse, presque comme un étang, et le soleil brillait magnifiquement à l'endroit même où notre navire avait été vu pour la dernière fois. Rapidement, tout devint très ordonné sur le site du naufrage. Les canots repêchèrent tous les naufragés encore à la mer, puis tous se regroupèrent.
Ensuite, comme la côte de l'île de Kea était visible, les deux vedettes motorisées prirent en remorque chacune un canot et firent route vers le port Saint-Nicolo. La priorité fut donnée aux blessés s'étant trouvés pris dans l'hélice. Ce sont des sales blessures, pas très belles à voir. On improvise des bandages avec les gilets de sauvetage ou toute autre pièce de tissu. Des bateaux de pêcheurs de Saint-Nicolo se déplacent également vers les lieux du naufrage afin d'apporter leur aide. À ce moment, le commandant Bartlett ne sait pas si des secours sont en chemin. La radio du Britannique avait été endommagée, probablement par l'explosion. Les messages étaient bien émis, mais impossible de recevoir des réponses. Heureusement, leur message de détresse avait été capté tout de suite par un navire qu'ils avaient croisé plus tôt. Celui-ci fit immédiatement demi-tour pour leur apporter assistance. Ainsi, à 9h30, l'Héroïque mettait ses chaloupes à l'eau, et le Scourge arriva sur place à 10h15 pour prêter main forte aux recherches et les survivants sont amenés à bord des navires. En début d'après-midi, tous les navires venus au secours des naufragés du Britannique avaient jeté l'ancre au port Saint-Nicolo. On dénombre déjà 30 morts sur les 2 embarcations pulvérisées par l'hélice, 21 membres d'équipage du Britannique et 9 officiers du RAMC. Mais ce n'est pas tout. Le naufrage a également fait 170 blessés qu'il faut prendre en charge rapidement pour certains. 2 options s'offrent aux navires. Transporter les blessés vers le port de Pirée pour les transférer dans l'hôpital russe de Pirée ou les ramener vers Moudros. Face à la gravité de certaines blessures, Pirée est la meilleure option. Le trajet est plus court. Malheureusement, 4 blessés mourront avant d'arriver. L'équipage du Britannique et le personnel médical sont dispersés entre les navires où leur présence était nécessaire. Certaines infirmières sont transférées vers l'hôpital russe de Pirée pour porter assistance aux blessés du naufrage. Quant au commandant Bartlett, son voyage était loin d'être terminé. Avant de regagner son Angleterre, il devra traverser la France, ses combats et son froid hivernal. Alors comme moi, vous devez vous demander pourquoi le Britannique a-t-il sombré ? Il aurait dû rester à flot. Eh bien, tout reste un peu vague et comme pour beaucoup de naufrages, on n'aura certainement jamais toutes les réponses. L'explosion a ouvert 2 compartiments étanches, détruit la cloison entre les cales 2 et 3 et sérieusement endommagé celle entre la cale 1 et le pic avant, laissant l'eau s'y engouffrer également, ce qui fait 4 compartiments inondés. Le passage des chauffeurs entre l'avant et la chaufferie 6 a lui aussi subi des dégâts et pour une raison qu'on ignore, la porte étanche entre la cale 3 et la chaufferie 6 ne s'est pas fermée et celle entre la chaufferie 6 et 5 n'est pas descendue jusqu'en bas, inondant le Britannique proche de son point de non-retour. Ajoutez à cela les hublots restés ouverts qui aideront l'eau, petit à petit, à passer au-dessus des cloisons. Je pense qu'on comprend mieux la perte du Britannique. Aujourd'hui encore, certains ne sont pas convaincus que le Britannique a heurté une mine et émettent même l'hypothèse qu'il aurait été tout simplement torpillé. Cette hypothèse s'appuie entre autres sur le témoignage d'un steward qui dit avoir vu dans l'eau côté tribord la traînée caractéristique d'une torpille peu avant l'explosion. Toutefois, personne n'a vu la déflagration ni la gerbe d'eau habituelle qui se produit au-dessus d'un point d'impact lorsqu'un navire est torpillé. Un boulanger, présent côté bâbord, affirme lui aussi avoir vu la traînée d'une torpille. Mais, comme je le disais, il le dit avoir vu côté bâbord. Information peu convaincante donc. Le Britannique torpillé serait un acte de violation très grave dans la mesure où il était un navire hôpital, identifié comme tel, et donc, normalement, intouchable. Et c'est là qu'il faut se souvenir de Vera Brittain, vous savez, l'infirmière transférée sur un autre navire à Malte. Cette anecdote n'est pas anodine ni sans conséquence. Le personnel embarqué à bord des navires hôpitaux ne devait servir uniquement qu'à bord du navire et en aucun cas être transféré pour aider ailleurs. Autrement, cela s'appelle du renfort ou bien du transport de troupes. Un blessé autrichien a été témoin de ce transfert et il n'y avait pas seulement du personnel médical transféré, mais aussi des officiers militaires en tenue et armés, ainsi que des caisses. Ce patient, qui était un chanteur d'opéra célèbre, a donc rapporté ce fait aux autorités allemandes. Du fait, Britannique apparaissait dans la liste des navires ayant enfreint le règlement et il représentait une cible potentielle. La conclusion officielle reste donc que le Britannique a touché une mine.
beaucoup étaient présentes dans ce secteur et au regard des événements et des témoignages, cela reste l'explication la plus vraisemblable. Le Britannique perdu en raison de la guerre, la White Star Line sera entièrement indemnisée par l'amirauté britannique. En compensation, elle récupérera le Bismarck, paquebot allemand, pour l'heure inachevé après la défaite de l'Allemagne. L'Olympique est donc le seul survivant de sa fratrie. Le premier lancé est donc quelque part, probablement, le moins abouti. Pourtant, c'est un paquebot qui sera très fiable, très apprécié et qui connaîtra une belle carrière. On peut se demander si, finalement, cette série de triplés n'est pas un peu maudite. Étant plutôt terre-à-terre, je pense personnellement que c'est un manque de chance pour le Britannique et une série de dysfonctionnements humains et professionnels pour le Titanic. Plutôt dommage donc, car j'aime profondément la ligne et l'architecture de ces navires qui sont, je trouve, plus réussis et harmonieux que leurs concurrents de la Cunard, en ce qui concerne l'extérieur en tout cas. Contrairement au Titanic, on oublia vite le Britannique, comme si on avait cherché à tout faire disparaître de sa courte histoire. Un peu comme un enfant illégitime, sa construction s'est faite dans l'ombre de l'Olympique et du Titanic. Sa carrière n'en était finalement pas vraiment une, bref, la White Star Line n'aura jamais eu l'occasion de le mettre en valeur et de l'exposer tel qu'il aurait dû l'être, le vrai fleuron de sa flotte. À l'été 1919, une vente aux enchères est organisée au cours de laquelle sont dispersés les éléments décoratifs qui auraient dû trouver place dans le Britannique. Ainsi, ces boiseries sont, pour ainsi dire, dispersées aux quatre vents sans qu'on ne sache trop où elles partent, ou du moins, personne ne s'en soucie. Ponctuellement, depuis un siècle, on pouvait voir des éléments refaire surface au cours de ventes aux enchères en Grande-Bretagne ou même en Pologne, des boiseries en acajou provenant des suites de luxe. Récemment, ce sont les boiseries du salon de première classe et à la bibliothèque de deuxième classe qui sont réapparues à Dublin. Ils ornaient depuis 1920 le théâtre et opéra de Dublin qui devint ensuite le Capitol Cinéma avant de devenir un entrepôt en 1972. Les boiseries sont alors transférées dans le clubhouse du circuit de Mondello Park. Avant la fin des années 70, le club était devenu une maison familiale et une partie des boiseries ont donc été détruites à ce moment-là. Ce n'est qu'en 2019, un siècle après la vente aux enchères, que les boiseries ont donc réapparu à la vente de la propriété où, en les démontant, on a pu retrouver les inscriptions britanniques et son numéro de chantier 433. Concernant l'orgue, avec la Première Guerre mondiale, son fabricant allemand ne l'a jamais livré au chantier Harland & Wolff. On sait toutefois qu'après la guerre, il fut vendu à un docteur pour sa résidence de Stuttgart, puis revendu à un autre médecin en 1937 qui l'installa dans son centre de radio. Dans les années 60, on le retrouve à nouveau en vente, mais peu de personnes s'intéressent à l'instrument. Il y a fort à parier que personne ne connaissait même son histoire. Il est finalement acheté par le fondateur du musée des automates à musique à Siegen, en Suisse. Il reste dans un coin jusqu'en 1998 où on commence à faire des recherches dessus. Puis, en 2006, on entreprend une restauration. Et c'est au cours de l'année 2007 où les inscriptions britanniques, avec un K à la fin, sont découvertes. Des experts sont mandatés. On compare les dimensions de l'instrument avec les plans du navire et tout concorde. Même la fabrication finit par être datée autour de 1913, ce qui colle parfaitement avec le calendrier du chantier Harland & Wolff. Après autant d'années, il apparaît que l'orgue est dans un état d'origine remarquable, n'ayant subi que très peu de modifications. Aujourd'hui, vous pouvez l'admirer dans le musée si toutefois vous passez par là. L'air que vous entendez derrière est un extrait de l'orgue du Britannique. Et l'épave dans tout ça. Elle est découverte à la fin de l'année 1975 par l'équipe du commandant Cousteau. À l'été 76, une équipe de plongeurs descendent dessus pour la première fois, afin de confirmer qu'il s'agit bien de l'épave du Britannique. C'est la plus grande épave de paquebot au monde accessible en plongée. Ponctuellement, elle est visitée et documentée avec de très belles images. Son état de conservation est remarquable. L'épave du Britannique est la propriété de Simon Mills, historien maritime spécialisé dans les navires de la White Star Line et auteur de livres sur le sujet dont je me suis aidé pour écrire cet épisode.
on peut regretter le triste destin du Britannique. On peut aussi réfléchir à ce qu'il serait advenu de lui s'il n'avait pas coulé en ce beau matin de novembre 1916. Ce n'est pas bien difficile. Il suffit de regarder le destin de l'Olympique ou du Majestic qui prit sa place. Il aurait traversé les années 20 en étant lui aussi certainement très populaire. Peut-être même plus que l'Olympique grâce à ses améliorations et sa décoration un peu plus dans l'air du temps. Puis, à la fin des années 20, comme tous les autres liners du début du siècle, il se serait trouvé rapidement dépassé, vieillot face à l'arrivée de l'Art déco. Le crash boursier de 29 n'arrangera rien à son affaire et comme d'autres, il aurait probablement servi à faire des croisières. Puis, avec la fusion entre la White Star Line et la Cunard en 1934, il y a fort à parier qu'il aurait lui aussi été purement et simplement retiré du service pour être vendu à la ferraille. Souvenez-vous qu'à cette période, en face de lui se trouvaient le Bremen et l'Europa chez les Allemands, Rex chez les Italiens, Île-de-France chez nous à la Transat, Normandie arrivait en 1935 et Queen Mary en 1936. Clairement, les navires de classe olympique, bien que n'ayant qu'une vingtaine d'années, étaient déjà vétustes en tout point de vue. Nous voici donc arrivés à la fin de ce long épisode consacré aux Britanniques. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'ai essayé d'y apporter le plus de détails peu connus du grand public. Afin de soutenir ce petit podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles. C'est ce qui m'aide et m'encourage à vous proposer du contenu riche et documenté. Et si vous voulez rester informé des épisodes à venir, abonnez-vous à la page Instagram Le Cimetière de l'Océan. J'y poste également des photos et des documents parfois issus de ma collection pour illustrer mes récits. Je suis Julien Maroyot et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode consacré à un navire ou à un naufrage, ou qui sait, peut-être même les deux.